des radios. La plus francilienne des radios. Sur 98 FM. Et nous retrouvons notre invitée. Bonjour Corinne Valade. Bonjour Laurence, bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier roman. Il s'intitule L'Arbre des Oublis, c'est paru aux éditions de Boré. Et plus qu'une histoire avec un H minuscule, c'est une entrée dans la grande histoire, car comme le dit le bandeau, c'est une affaire d'État, les Réunionnais dit de la Creuse, car c'est inspiré de faits réels. Oui. Vous nous plongez dans une période des 30 Glorieuses, mais du point de vue d'une région très pauvre à l'époque, la Creuse, et également de l'île de la Réunion, à une période, un épisode de notre histoire contemporaine assez peu connu. On a comme ça quelques reportages de temps en temps, quelques témoignages, car cette génération d'enfants qui, on va le découvrir au fur et à mesure de notre entretien, ont été entre guillemets déportés de l'île de la Réunion en France et notamment dans la Creuse, et on voit que c'est vraiment une partie de notre histoire qui a été un peu mis sous le tapis, et vous avez décidé d'en parler. Alors avant de parler de ce titre, déjà rappeler que vous êtes déjà l'auteur de nombreux romans. On vous doit notamment L'audace d'une étoile, Oui. Le printemps d'Aurélien, Victoire, Léopoldine, et là c'est votre nouveau roman. Alors pour celles et ceux qui vous connaissent déjà, on comprend que la place de la femme, l'humanité, ce sont des thèmes très importants pour vous, et là comment vous avez eu écho de cette histoire de la Creuse et de ces années 60? Bien, en fait, je suis originaire de la Creuse, si bien que j'utilise souvent des faits assez peu connus qui se sont produits, qui ont impacté l'économie creusoise. Et puis aussi, j'aime parler des gens qui se sont battus pour obtenir des droits pour la femme, des droits pour l'enfant, des droits humanistes. Et quand j'ai entendu parler de ces enfants qu'on avait enlevés de leur région, une région, on dit un pays même, parce qu'à 11 000 kilomètres de chez nous, dans les années 60, ça m'a paru complètement fou, avec cet écart de culture qu'il pouvait y avoir entre la métropole et la Réunion, puisqu'il s'agit bien de la Réunion. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est incroyable. Et j'ai voulu aller au-delà pour comprendre les tenants et les aboutissants du déplacement de tous ces enfants. Et surtout, comprendre pourquoi la Creuse. Et c'est là que je me suis rendu compte que la Creuse était effectivement un point névralgique, puisqu'il y avait à Guéret un centre où on les recevait, mais il y a eu 83 départements d'impactés, et surtout, ça a duré jusqu'en 1982. Oui, c'est ce qu'on découvre dans votre roman, c'est que c'est pas été un épisode qui a duré quelques années, c'est vraiment ça a perduré sur quelques décennies sur le territoire métropolitain, et pour parler un peu plus de détails sur ce livre, vous vous êtes déplacé à La Réunion et vous avez fait des rencontres qui vous ont permis d'alimenter votre histoire. Oui, je voulais absolument avoir des témoignages et de rencontrer les gens en direct et comprendre aussi cette culture qui est quand même si loin de la nôtre. Même si aujourd'hui on se fréquente beaucoup plus, on va vers les autres, on échange. Moi j'imagine que dans les années 60 c'était complètement différent. Être d'une couleur différente des gens en Creuse, c'était particulier. On n'avait pas l'habitude de voir des gens à la peau sombre. Or à La Réunion on a des gens qui ont la peau sombre, plus claire, etc. Mais enfin beaucoup avaient la peau sombre. Donc aujourd'hui, j'avais envie de comprendre un peu ce qui s'était passé et puis de voir un peu auprès des jeunes ce qu'il en restait. Donc j'ai rencontré effectivement le président de Racine en l'air, un historien, des étudiantes aussi de l'université de Saint-Denis, de manière à échanger autour de cette histoire, voir ce qui s'était passé et ce qu'il en restait aujourd'hui. Bien, il en reste des choses terribles pour les gens qui l'ont vécu, pour les jeunes d'aujourd'hui, quasiment rien.
Oui, c'est une part oubliée des jeunes générations, et d'autant qu'on découvre dans votre roman que au-delà de la petite héroïne qui est âgée d'à peine 4 ans, il y a aussi des enfants plus âgés qui vont être emmenés malgré eux en France, et c'est aussi dire que ça n'a pas été fait avec des enfants qui n'auraient rien vécu de la Réunion. Au contraire, ils avaient déjà des racines bien prononcées, et ça a été vraiment un choc émotionnel, un choc culturel de débarquer comme ça en Creuse. Oui, alors un choc culturel et puis un choc psychologique absolument épouvantable. Alors on avait 3 catégories en fait d'enfants qui ont été déplacés. On a ce qu'on appelle les pupilles de l'État, des enfants qui étaient abandonnés ou pas par leurs parents. C'est là aussi où c'est un scandale épouvantable, c'est que des parents ont signé des actes d'abandon qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Là-bas, on parlait créole, on parlait pas le français. Donc, on a du mal à imaginer tout ça aujourd'hui. Et puis, on a aussi les mineurs recueillis temporaires. Donc ça, c'était des enfants dont les parents ne pouvaient pas s'occuper pour X raisons, parce qu'ils avaient beaucoup d'enfants, parce qu'il n'y avait plus que la maman au foyer, il n'y avait plus de papa. Et on avait des mineurs aussi en garde sur décision de justice. Donc des enfants qui étaient placés dans des centres dits des centres pour l'enfance coupable. Imaginez le mot affreux pour l'enfance coupable. Et là, il s'agissait d'adolescents. Donc des gamins de 13-14 ans qui avaient déjà subi des sévices, voire des sévices corporels dans des centres sociaux, et qui arrivaient en métropole sans suivi psychologique. Donc là, ça a été un drame, et certains se sont retrouvés dans des services psychiatriques. Parce qu'on ne savait pas gérer, parce qu'à l'époque, quand on plaçait un enfant, même, je parle aussi des pupilles de l'État, quand on donnait un enfant à gérer à une famille, que la DAS présentait un enfant, il n'y avait pas vraiment de suivi. D'abord, elles n'étaient pas assez nombreuses au niveau des assistantes sociales, et on se disait qu'il fallait qu'ils oublient complètement leur passé pour renaître en quelque sorte dans une nouvelle famille et se refaire des souvenirs. Or, tout ce qu'ils avaient vécu avant restait. Et c'est là où, avec la petite Lily, qui est donc le personnage principal de mon roman, j'essaye de voir tout ce mécanisme, tout ce travail, au départ l'abandon, et puis ensuite cette prise en charge par une famille qui pour elle est étrangère, mais qui va devenir son père, sa mère, sa famille, et puis cet oubli de son enfance avec quelques légères réminiscences, et un jour, elle apprend qu'elle n'est pas donc l'enfant de cette famille, et tout va lui revenir progressivement. Et ça, c'est assez impressionnant chez les enfants. Il y a une phase d'oubli, et puis à l'adolescence, ça revient. Et quand ça revient, ça peut être le drame. Et c'est ce qui se passe pour Lily, puisqu'elle bascule, et puis progressivement, avec le temps, elle va réussir grâce à la force qu'elle a, à se réadapter. Et cette force, elle l'a parce qu'elle est issue des esclaves en fuite de la Réunion. C'est ce qu'on va découvrir dans ce roman dont je rappelle le titre, L'Arbre des Oublis. C'est aussi une manière de découvrir ces habitants de la Creuse qui se sont retrouvés, pour certains, à récupérer des enfants, comme vous le rappeliez, avec un passé, un passif qu'il fallait gérer dans un quotidien compliqué, parce que c'était des agriculteurs pour la plupart, et eux, c'était boulot. C'était marche ou crève, en parlant exactement. Et mais ça a été terrible, parce que autant il y a des enfants qui sont très bien tombés, parce que chaque cas est très particulier. Autant il y a des gamins qui sont arrivés, qui ont été maltraités, qui ont parfois dormi dans le foin ou dans la niche du chien, qu'on ne lavait pas parce qu'on avait peur que les draps déteignent ou que l'eau déteigne, enfin que sais-je encore, qu'on a nourri comme on nourrissait les gens de l'époque, à la limite avec des raves, des patates. Imaginez, ils avaient jamais mangé des soupes comme ça, donc ils étaient malades à crever. Et puis c'est surtout que dans la Creuse, tout le monde devait travailler, et que ces enfants étaient considérés comme de la main-d'œuvre gratuite, voire qui rapportait de l'argent, puisque la DAS Réunion, que la DAS était départementalisée, c'est la DAS Réunion qui payait les familles pour s'occuper des enfants en métropole. Donc ça aussi, c'est complètement fou, parce que si cet argent avait été utilisé différemment à La Réunion, on aurait peut-être pu aider des familles. Et éviter ce déracinement. C'est aussi le parcours, non pas de
un enfant, 2 enfants, Lily, Joseph, c'est aussi ces 2 enfants représentent des dizaines d'autres. Vous avez voulu essayer aussi de montrer, vous inspirer de différentes histoires. Oui, il y a eu 2150 enfants répertoriés aujourd'hui parce que malheureusement il y en a qui sont décédés entre-temps, il y en a qui n'ont pas osé faire le pas non plus, parce que c'est quand même difficile des années après de dire moi je suis un enfant réunionnais de la Creuse, c'est difficile, c'est compliqué. Psychologiquement il y en a qui ne veulent pas en parler d'ailleurs, donc oui ça concerne énormément d'enfants et chaque cas est vraiment spécifique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait trois types d'enfants, mais il n'y a pas eu que des enfants puisqu'il y a eu aussi le BUMIDOM, un bureau pour le développement des migrations, intéressant les départements d'outre-mer. Donc le BUMIDOM, c'était pratiquement la même période pour des jeunes adultes et des adultes. Et là encore, un déracinement épouvantable. Et là, on ne parle pas de 2000 et quelques personnes, c'est des milliers là, parce que ça concerne aussi les Antilles. Alors, on peut parler aussi d'un personnage très particulier qui se trouve à La Réunion, Gros Momon. Gros Momon. Oui. Alors Momon c'est la maman et Gros Momon c'est la gramoune. Le ou la gramoune c'est l'ancienne ou l'ancien. C'est le grand-père, la grand-mère, mais qui n'est pas forcément de la même famille. Donc c'est l'ancien qui raconte, c'est l'ancien qui prend en charge les enfants. C'est l'ancien qui est là pour relier l'enfant à ses propres racines. Et Gros Momon, elle est aussi tisanière. La tisanière, c'est celle qui soigne par les plantes, parce qu'à l'époque, on soignait essentiellement par les plantes et aussi par des incantations. On a un rapport à l'ancêtre dans la Réunion qui est assez fort, qui est extraordinaire, mais un peu comme dans nos campagnes aussi. L'ancêtre, c'est celui qui sait, c'est le savoir, c'est celui qui peut apporter aussi une sorte de bien-être pour l'enfant, c'est se poser, c'est le ventre. C'est quelque chose de doux. Et cette petite fille, Lily, est prise en charge par Gros Momon, qui est la gramoune du village, qui prend en charge d'ailleurs tous les enfants du village qui n'ont pas forcément des parents toujours sur place parce qu'il faut travailler dans la canne à l'époque. On est dans les années, on est dans les années 60-70. Donc, la Gros Momon, elle prend soin de ses enfants, elle les nourrit et elle leur raconte leurs racines. Et c'est ça qui va fortifier justement Lily, c'est d'entendre raconter ses racines, et ses racines sont liées à ces marrons, avec donc des marrons qui étaient des esclaves en fuite et qui se réfugiaient dans les hauts de la Réunion, où il y a vraiment des endroits très déserts, inaccessibles. Et là, c'est entre autres Mafat, qui est un haut lieu du marronnage de la Réunion. Et Lily naît à Sans Souci, qui est un petit village juste à côté du cirque de Mafat. Et elle est issue de ces marrons. C'est pour ça qu'elle va avoir cette force exceptionnelle pour arriver à s'en sortir. Et puis, prendre avec elle aussi Joseph, qui est un élément important aussi de l'histoire, puisque Joseph, lui, il arrive, c'est un adolescent. Et lui, il va subir des choses absolument épouvantables. Et elle va être presque un guide. Ça va être, ils vont tous les deux se soutenir. Et malgré tout, plonger. Parce que, à l'adolescence, tout n'est pas rose. On est déjà mal dans sa peau à l'adolescence. L'adolescent lambda, qui est malgré tout qui est dans une famille souvent équilibrée, va parfois basculer. Alors imaginez quand l'enfant, lui, est déraciné, a subi des sévices. Pour lui, l'adolescence, c'est encore pire. C'est un moment absolument épouvantable qu'il faut passer. Et on est dans les années, là, du coup, 80, où il y a la drogue. Effectivement, c'est une période que vous décrivez avec toute sa complexité, des personnages attachants, bouleversants. On en sort presque... on a du mal à refermer l'ouvrage tant on est saisi, ému, et on se dit cette histoire est criante de vérité. On s'attache au personnage et on pourrait presque pleurer pour ces destins brisés dans ce XXe siècle. Vous parliez tout à l'heure d'une association, car aujourd'hui les gens qui sont toujours vivants et qui se sont réunis pour revendiquer leurs droits sur l'État qui les a envoyés en France dans leur enfance, et c'est aussi important de leur donner une voix supplémentaire à travers la fiction.
Oui, alors justement, je tire mon chapeau à tous ces gens qui ont accepté justement de témoigner, d'écrire des livres aussi, un témoignage assez extraordinaire. Je pense à Valérie Andonson, qui est la porte-parole de la Fédération des déplacés, justement des enfants déplacés, qui fait un travail phénoménal pour faire reconnaître cette histoire. Il y a un rapport qui a été diligenté par Erika Barreit il y a 2 ans. Erika, qui était à l'époque ministre des Outre-mer, qui aujourd'hui est députée. Et puis, ce rapport a été remis en mars 18 par Annick Girardin, qui est l'actuelle ministre des Outre-mer. Et dans ce rapport, il y a vraiment les tenants, les aboutissants. On sent qu'il y a vraiment une volonté de faire connaître l'histoire. Mais aujourd'hui, ce rapport ne suffit plus. Et les gens qui ont subi, ces enfants devenus adultes qui ont subi ce déplacement, ce déracinement, cet enlèvement, parce qu'on peut aller encore plus loin dans les mots, ont besoin d'autre chose. Alors il y a une sculpture d'un sculpteur extraordinaire, Boyer, à l'aéroport de Gillot, à Saint-Denis, qui représente une enfant qui a sa valise et qui est retenue par un petit garçon. Elle est criante de vérité et aujourd'hui on demande autre chose aussi, on demande d'aller encore plus loin. Alors je dis on. J'ai l'impression d'avoir épousé cette cause parce qu'en écrivant ce livre, tout à l'heure vous avez fait un témoignage très beau sur le livre, mais c'est vrai que je me suis vraiment attachée à ces gens-là, je me suis attachée à cette histoire et il faudrait qu'on connaisse un peu mieux cette histoire dans les écoles, qu'on en parle et qu'il y ait plus de choses de dites et qu'on comprenne, parce que ce qui est dit c'est pas forcément pour comprendre. Donc ce rapport il est pas facile, il fait 700 pages et il est trop compliqué, il faudrait des choses plus simples pour qu'on puisse en parler avec les enfants, avec les jeunes, et puis surtout pour éviter à chaque fois de se dire est-ce que ça peut se reproduire, parce que oui, ça peut se reproduire, parce que oui, on est encore dans un monde où il y a des migrations, on le voit bien, et qu'il y a des enfants qui sont déracinés contre leur gré, et ces gamins-là, on en a combien en France? On en a encore plein aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose. Donc c'est ce roman, comme tous ceux qui écrivent sur ces faits-là. Je pense aussi à une autre auteure qui vient d'écrire un livre, un très beau livre d'ailleurs que je suis en train de lire, L'île aux enfants d'Ariane Bois. Heureusement qu'on a des auteurs qui donnent leur point de vue. C'est un point de vue encore différent, mais c'est intéressant et il faut absolument qu'il y ait des gens qui se penchent sur cette histoire et qui la racontent d'une manière pédagogique, pour qu'on apprenne aux enfants et aux plus grands ce qui s'est passé et qu'on dise attention, ça se produit encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que même si on a évolué sur la psychologie de l'enfant aujourd'hui, il n'en est pas moins que ces gamins-là sont encore complètement à la ramasse, excusez-moi du terme, mais c'est tout à fait ça. Que vont-ils devenir, ces adultes, plus tard? Comment seront-ils? Et c'est là où ça interpelle. Quand on voit tous ces adultes-là réunionnais, comment ils sont aujourd'hui, ils sont mal. Alors, il y en a certains qui s'en sont bien sortis, mais combien sur le lot? Combien sont en grande souffrance parce qu'on les a coupés de leurs racines? Et ça, c'est épouvantable. Couper les racines sans laisser de lien, c'est inacceptable. Et pour ces gens-là, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Pour en revenir aux Réunionnais de la Creuse, dit de la Creuse, parce que je vous dis, il y a 83 départements d'impactés, mais il faut une reconnaissance. Et puis en même temps, il faut aussi se dire que tous les Creusois n'ont pas été négatifs. Non, c'est ce qu'on apprend aussi dans votre ouvrage. C'est pas manichéen. On a des personnages qui on sent qui essayent d'accueillir avec le plus de chaleur, d'amour ces enfants. Malheureusement, ça va pas être facile pour tous, que ce soit les enfants réunionnais ou ces habitants de la Creuse qui ne pensaient pas accueillir tel ou tel enfant. C'est là aussi l'humanité dans son ensemble avec sa complexité. C'est un magnifique roman, L'Arbre des Oublis. Il vient de paraître aux éditions de Boré. On peut vous suivre sur votre page Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Ainsi, échanger sur ce sujet ou sur vos précédents romans. J'imagine que vous êtes déjà à l'écriture du suivant, si... Oui.
Oui, du suivant. Alors là, c'est un sujet complètement différent, mais on est aussi proche du droit des femmes, puisque je parle entre autres des STO, donc le travail obligatoire pendant la guerre de 39-45, et des femmes qui ont été envoyées en Allemagne, dont on parle très peu, de viol de femmes aussi, puisqu'il est question du Berlin des années 1945, avec tous ces enfants qui sont nés de ces viols et dont on ne parle pratiquement jamais. Aujourd'hui, là encore, c'est un scandale absolument épouvantable. Donc voilà, encore des sujets très forts et dont il est important d'aborder le sujet. Oui. Et cela donc pour 2020, si tout va bien. Je vais essayer. Je vais tout faire pour 2020, 2021. Si on peut, ce sera 2020 avec grand bonheur. Mais l'écriture, je ne fais pas que ça, donc c'est parfois un peu difficile de se consacrer qu'à l'écriture en tous les cas. Mais on va tout faire pour amener encore des sujets en tous les cas intéressants. Bon, chez Deboré, on a beaucoup d'auteurs qui se lancent aussi dans des sujets très forts. Et ça, c'est exceptionnel aussi de ne pas être qu'on ne nous empêche pas en tous les cas d'aborder tous les sujets. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très important aujourd'hui. Alors d'ailleurs, si vous nous écoutez, amis auditeurs, via le site idfm88.fr, je vous invite à aller sur le site deboré.com et puis ainsi cliquer sur Corinne Valade sur sa page Facebook, échanger sur ce dernier roman, L'Arbre des Oublis, un magnifique témoignage sur cette période très très peu connue en France métropolitaine et peut-être également à La Réunion, comme vous le rappeliez, ces enfants qui ont été enlevés entre guillemets de La Réunion pour certains départements de France où il manquait d'enfants, de main d'œuvre et c'est magnifiquement raconté. On couvre ainsi les années 60-70 jusqu'au début des années 80. Merci à vous Corinne Valade et puis on vous souhaite beaucoup de succès pour L'Arbre des Oublis et puis on attend avec impatience la suite de vos écrits. À bientôt. Merci à vous Laurence, merci à tous les éditeurs d'IDFM Radio Anguin. Merci, au revoir. Au revoir.